Agoniste de l'ocytocine, de la recherche fondamentale au développement clinique avec le professeur Marcel Ibert. Bonjour, je m'appelle Marcel Ibert, je suis professeur émérite de chimie organique à la faculté de pharmacie de Strasbourg et je travaille au laboratoire d'innovation thérapeutique depuis une trentaine d'années. Le 11 avril dernier, la SAD Connectus, qui est l'agence de valorisation de l'Université de Strasbourg, a publié un communiqué de presse pour annoncer la création d'une start-up, Oxentis, qui avait racheté les droits d'exploitation d'un brevet sur des molécules qui ont été produites dans notre laboratoire. Donc je vais essayer de vous présenter rapidement ce que c'est que cette molécule, comment elle agit et quel est le potentiel de valorisation thérapeutique de cette molécule. Ce projet a démarré il y a un certain temps. Pouvez-vous nous expliquer comment vous l'avez imaginé? En fait, ce projet, il a démarré il y a plus de 30 ans maintenant. Lorsque je suis arrivé au laboratoire, il y a une trentaine d'années, eh bien, comme projet de recherche, je me suis posé la question, mais finalement, qu'est-ce qui est connu des mécanismes moléculaires de l'amour? Donc la question était un petit peu exotique. Et en fait, à l'époque, dans la littérature scientifique, dans les sciences dures, il n'y avait strictement rien sur l'amour. On ne savait absolument pas quelles molécules, quelles hormones pouvaient être impliquées dans ce sentiment tout à fait particulier. Donc on n'a pas su réellement comment démarrer ce projet jusqu'à une publication tout à fait fascinante qui a été faite par Tom Heinzel et un groupe américain qui étudiait des petits campagnols, des petits animaux, des petits rats des champs qui vivaient aux États-Unis. Eh bien, certains d'entre eux, ceux qui vivaient dans la prairie, étaient absolument monogames et le père s'occupait des petits à chaque fois qu'il y avait des rejetons. Par contre, la même espèce animale, le même groupe, mais qui vivait cette fois-ci dans la montagne, en milieu beaucoup plus hostile, eh bien, c'était absolument l'inverse. Ils étaient absolument polygames et dès qu'il y avait des bébés campagnols, eh bien, le père disparaissait pour courir vers d'autres aventures. Et ce qui est de tout à fait intéressant, c'est qu'on a réussi à caractériser la différence entre ces deux groupes animaux. Et la différence était essentiellement autour d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine. On s'est rendu compte que cette hormone, produite dans le cerveau de ces animaux, eh bien, était très présente chez ceux de la prairie, donc les monogames, alors qu'elle était absente ou beaucoup moins efficace chez ceux de la montagne. Et ce qui a été fait à ce moment-là, eh bien, c'est d'administrer aux animaux de la montagne cette ocytocine directement dans le cerveau, et les polygames sont devenus monogames. Et puis à l'inverse, lorsqu'on a bloqué le récepteur de cette hormone chez les campagnols de la prairie, eh bien, les monogames sont devenus plutôt polygames et plutôt infidèles. Donc vous voyez, c'est la première fois qu'on découvrait une hormone, une molécule toute simple, qui était capable de moduler des comportements aussi complexes que des comportements d'attachement entre parents et enfants et d'attachement entre adultes. Donc il y avait enfin un point de départ, enfin un fil à tirer pour essayer de comprendre certains des mécanismes qui peuvent être impliqués dans ce qu'on peut appeler attachement chez les animaux, si on n'ose pas utiliser le terme d'amour. Et donc nos études ont commencé à ce moment-là, à la fois au niveau fondamental. On a essayé de comprendre quelle était la structure de cette hormone, quelle était la structure de la protéine sur laquelle elle allait agir, qu'on appelle un récepteur. Et on a également commencé à essayer de faire des molécules pour comprendre tous les mécanismes mis en jeu. Ça, c'est la partie fondamentale. Et puis à côté, il y a une observation tout à fait intéressante. Les pharmacologues se sont rendus compte que si on bloquait dès la naissance le récepteur de l'oxytocine chez des jeunes campagnols, de nouveau, eh bien, ces nouveau-nés n'avaient aucune interaction sociale. Ils restaient complètement en retrait de leur groupe, sans comportement d'anxiété particulier, mais vraiment aucune interaction sociale. Et ça a fait germer l'idée que peut-être l'oxytocine pourrait jouer un rôle dans les troubles du spectre autistique. Et à ce moment-là, toute une série de laboratoires dans le monde se sont intéressés à ça, ont été regardés du côté des personnes atteintes de ces problèmes d'interaction sociale. Ils ont observé qu'effectivement, chez la plupart d'entre elles, il y avait des faibles taux d'oxytocine. Il semble y avoir une corrélation entre le taux d'ocytocine et les interactions sociales. Quels effets si l'on restaure un taux d'ocytocine bas? Il se trouvait que l'oxytocine existait déjà comme, entre guillemets, médicament. Elle était utilisée alors, sous forme injectable pour provoquer les accouchements. Donc c'est connu depuis les années 1950 et utilisé comme tel pour provoquer les accouchements en clinique.
Et puis, elle existait également sous forme de spray nasal. Et ça, c'était dans un certain nombre de pays. Et ce spray nasal était utilisé pour aider les femmes qui avaient des difficultés à éjecter le lait. Elles étaient capables de produire du lait, mais elles avaient des difficultés à l'éjecter pour nourrir leurs petits. Eh bien, ce spray nasal d'ocytocine venait faciliter l'éjection de ce lait. Donc, évidemment, les psychologues, les neuropsychiatres, les neuropsychologues se sont jetés sur ce spray nasal pour faire un certain nombre d'expériences sur des volontaires donc atteints de troubles du spectre autistique. Et là, c'était un peu la stupéfaction générale, parce que pour la première fois, après ce spray nasal, eh bien, ces personnes se sont mises à regarder droit dans les yeux, sans problème, sans essayer de fuir le regard de l'autre. Et encore mieux que ça, elles se sont mises à être capables de décrypter des émotions dans le regard, décrypter des émotions sur le visage. Donc c'est venu complètement valider la piste que l'oxytocine pourrait peut-être aider les personnes qui le souhaitent à améliorer leurs interactions sociales. Compte tenu de ces résultats et sachant que le spray d'ocytocine était disponible sur le marché, pourquoi ne pas l'avoir utilisé? Pourquoi ne pas utiliser l'oxytocine elle-même? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, l'oxytocine est une molécule relativement grosse et que si on essayait de l'administrer par voie orale, eh bien, elle resterait dans l'intestin, elle ne passerait pas dans le sang. Alors, on peut se dire, donnons-la par voie intraveineuse. Ce n'est pas très commode, mais pourquoi pas? Eh bien, en intraveineux, le problème reste entier puisque la molécule, en fait, ne va pas rentrer dans le cerveau. Or, c'est là qu'elle doit agir. Nous-mêmes, les animaux, nous la produisons nous-mêmes dans le cerveau. Et c'est là qu'elle va exercer son activité. Donc, si on voulait l'administrer, il faut absolument qu'elle pénètre dans le cerveau. Et donc, elle ne passe pas du sang au cerveau. Il y a juste par le spray nasal, il y a une petite perméabilité au niveau du système olfactif qui permet à 1-2% de la molécule de passer du système olfactif au cerveau. Sauf que là, eh bien, on ne contrôle pas les doses, on contrôle très très mal ce qui se passe parce que selon comment vous allez administrer ce spray, il y aura une grande incertitude sur la dose administrée, sur la dose reçue. Donc ce n'est pas idéal. Et puis dernier point, comme tout ça est publié, eh bien malheureusement, il sera impossible de breveter l'oxytocine pour traiter l'autisme. Et donc, s'il n'est pas possible de prendre de brevet sur cette molécule, aucune industrie ne va investir 1 milliard d'euros, parce que c'est ce que ça coûte, investir 1 milliard d'euros pour démontrer chez l'animal, puis chez l'homme, que cette molécule est réellement efficace. Or, si une société investit 1 milliard d'euros, elle va vouloir l'exclusivité pour un certain nombre d'années sur les ventes. Et pour ça, il faut un brevet. Donc rien que pour cette raison purement de propriété intellectuelle et cette raison un peu économique, eh bien, il n'était pas possible réellement de développer l'oxytocine elle-même comme médicament. Il semble donc impossible d'utiliser l'ocytocine chez l'homme pour obtenir ces effets. Quelle est donc la solution et qui pour relever ce défi? Alors, du coup, le défi, il était chez nous. Le défi est revenu entre nos mains. C'est notre métier, en tant que pharmacochimiste, d'essayer de concevoir des molécules nouvelles qui vont mimer l'hormone, voire même qui vont faire mieux. Donc le défi pour nous était d'imaginer, de découvrir une petite molécule qui réagit sur le même récepteur que l'oxytocine, qui aurait les mêmes effets que l'oxytocine, mais une petite molécule que l'on pourrait donner par voie orale, qui serait capable de pénétrer dans le cerveau, qui ne serait pas toxique et qui agirait un certain nombre d'heures pour ne pas être obligé de prendre un médicament toutes les 5 minutes. C'est aussi un autre problème de l'oxytocine que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'elle est très très rapidement, en 5 minutes, elle est dégradée par le foie. Donc vous voyez, elle agit, mais de manière très ponctuelle. Donc c'était ça le défi pour nous, c'était de trouver cette petite molécule qui irait mimer cette hormone. C'est un problème classique, c'est le problème que se posent la plupart du temps les pharmacochimistes, les gens qui conçoivent les médicaments. Et puis généralement, on progresse assez bien, on arrive assez rapidement à trouver des petites molécules qui fonctionnent, on les améliore. Ça prend 2 ans, 5 ans, 10 ans au maximum. Et puis généralement, on arrive à faire une molécule qui marchera ou qui ne marchera pas chez l'homme, mais au moins on progresse. Or là, l'oxytocine, bien, on est tombé sur un os, puisque la nature a fait en sorte qu'il soit terriblement difficile de mimer cette hormone. Donc là, sur 30 ans de recherche sur cette hormone, pendant 25 ans pratiquement, c'était un échec total. On n'a pas réussi pendant 25 ans à trouver une petite molécule qui aille réellement mimer l'oxytocine.
face à toutes ces contraintes, quelle méthode avez-vous utilisée? Alors comment on a cherché cette molécule? En 2-3 mots sur les stratégies de recherche dans le domaine de la chimie thérapeutique. Eh bien, soit on essaye de le faire de manière rationnelle, c'est-à-dire si on dit que l'oxytocine c'est comme une clé qui va se loger dans une protéine, dans son récepteur, qui sera un peu comme une serrure, eh bien le but du jeu c'est de regarder quelle est la forme de la serrure, la forme du trou de serrure, et pour nous d'aller imaginer une clé alternative qui viendrait épouser la forme du trou de serrure qui irait se loger dedans. Donc tout ça c'est des molécules, hein. Donc on est au niveau moléculaire. Eh bien on a essayé cette approche, et on a réussi à imaginer des clés qui rentraient dans le trou de serrure, mais qui malheureusement n'activaient pas la gâche, c'est-à-dire qu'elles venaient bloquer le trou de serrure. C'est ce qu'on appelle des antagonistes en langage scientifique. Donc réussite parce qu'on trouve des molécules qui rentrent dans la serrure, mais échec parce qu'elles ne sont pas capables d'ouvrir la porte. Deuxième approche, c'est une approche que nous avons initiée à l'université à Strasbourg, et même en France, et même en Europe. C'est quelque chose qui avait été initié dans les années 90 dans l'industrie, mais nous avons importé ça à l'université, c'est ce qu'on appelle le criblage. Donc l'idée, c'est au lieu de concevoir la clé idéale, c'est de fabriquer et de tester des dizaines de milliers de clés en espérant trouver une qui va rentrer dans la serrure. C'est ce qu'on appelle le criblage. Donc pour ça, on utilise des robots, les robots qui vont faire les tests biologiques, qui vont essayer de voir si les molécules que vous allez mettre dans le robot vont aller activer ou pas la serrure. Et puis le chimiste, lui, il essaye de récupérer ou de fabriquer un nombre maximal de clés. Alors pour ça, nous avions créé en France ce qui s'appelle la Chimiothèque nationale. Donc on a réussi à convaincre tous les laboratoires, presque tous les laboratoires de France de chimie, de sortir les molécules qu'ils avaient dans leur tiroir, de les regrouper, de les formater de manière normalisée, standardisée, pour constituer cette collection aujourd'hui de 80 000 molécules différentes. Et ces 80 000 molécules, eh bien, elles sont à disposition du monde entier. Tout biologiste qui souhaite y avoir accès peut y avoir accès. Donc ces molécules-là, on n'en a pas testé 80 000, on en a testé à peu près 50 000, grâce à un robot qui est ici, sur le site de Strasbourg. Eh bien, sur ces 50 000 molécules, de nouveau, on a trouvé des molécules qui rentraient dans notre récepteur, qui rentraient dans notre serrure, mais qui étaient incapables d'activer ce système, donc qui étaient incapables d'ouvrir la porte, si vous voulez. Et ça, c'est rarissime. Donc il se trouve que l'évolution a vraiment mis en place un système très très robuste pour empêcher la nature ou les chimistes d'aller mimer cette hormone, parce qu'elle est vraiment trop importante pour la reproduction de l'espèce. Donc il y a un système qui est extrêmement bien protégé. Donc voilà, de nouveau, des années de recherche et des années d'échecs. Et puis enfin, c'est le hasard qui a bien fait les choses. Un jour, des collègues qui cherchaient des molécules pour bloquer le récepteur, eh bien, sont tombés par hasard sur une petite molécule qui l'activait un tout petit peu. Alors ça ne les intéressait pas du tout, c'était complètement anecdotique dans leur publication, mais bien sûr, nous avons repéré cette molécule et on a commencé à travailler autour. Et pendant des années, on a essayé d'optimiser notre première petite clé là, qui ne marchait pas très bien. Il nous a fallu de nouveau 5, 6, 7 années d'efforts, grâce au soutien notamment financier de la salle Connectus, c'est-à-dire de l'université ici. Eh bien, on a réussi, au bout du compte, à trouver une petite position sur la molécule qui nous a permis de gagner un facteur 1000 pratiquement sur son activité. Et enfin, on avait une molécule qui était capable de rentrer dans la serrure et d'ouvrir la porte, ce que l'on appelle un agoniste. Et donc voilà, c'était une première victoire après 25 ans d'échecs. Et cette molécule, eh bien, on a commencé à la tester sur différents modèles in vitro et des modèles animaux qui correspondaient aux fonctions connues de l'ocytocine. Donc elle a été testée par exemple sur l'addiction à l'alcool et elle fonctionne admirablement bien. Elle a été testée sur la douleur neuropathique, genre sciatique, ce genre de choses, vous voyez. Eh bien là aussi, elle fonctionne remarquablement bien. Mais évidemment, c'était les troubles de l'interaction sociale qui nous intéressaient le plus. Donc là, j'ai deux collègues, Jérôme Becker et Julie Leméraire, qui ont développé deux modèles animaux de troubles de l'interaction sociale. Il y en a un qui joue avec le récepteur de opiacé, puis il y en a un autre qui joue avec la dépakine. Vous avez certainement entendu parler de la dépakine, ce médicament antiépileptique qui donnait malencontreusement aux femmes pendant leur grossesse
conduit à accoucher d'enfants qui ont des troubles de l'interaction sociale, des troubles autistiques. Eh bien, on peut reproduire ça chez l'animal. Chez la souris, c'est pareil, vous lui donnez de la dépakine pendant sa grossesse, eh bien, les petits souriceaux qui naissent n'arrivent pas à interagir avec leur groupe et restent là de leur côté sans interaction particulière. Eh bien, dans ces deux modèles, notre molécule s'est révélée incroyablement efficace. À des doses très très faibles, on parle de 0,03 mg/kg. Alors ça ne vous dit rien peut-être, mais ça correspondrait éventuellement à un cachet qui serait de la taille d'un petit grain de couscous. Ça suffirait à produire les effets. On a vu de manière spectaculaire qu'on rétablissait complètement l'interaction sociale chez ces animaux, qui de nouveau interagissaient avec leur groupe, étaient capables de reconnaître le groupe ennemi, étaient capables de reconnaître leur famille et leur groupe social, et d'interagir tout à fait normalement. Donc évidemment, c'est assez révolutionnaire, parce que c'est la première fois que l'on a une molécule comme ça, qui semble traiter les symptômes primaires des troubles du spectre autistique. C'est-à-dire pas simplement venir aider à supporter son anxiété, à supporter son stress, mais qui viennent réellement redonner la capacité de décrypter le monde dans lequel elles interagissent, de comprendre les émotions et d'apprendre à interagir avec son groupe social. Donc évidemment, c'était tout à fait intéressant. Donc on a, cette fois-ci, ces travaux étaient complètement innovants. Donc on a réussi à breveter la molécule. Les brevets ont été publiés en fin novembre 2023, donc il n'y a pas si longtemps. Et très rapidement, une société s'est déclarée intéressée par ces brevets, à racheter ces brevets, à racheter les licences pour les exploiter donc, dans toutes les applications possibles, donc le sevrage à l'alcool, la douleur, mais également les troubles de l'interaction sociale. Donc ça va être à cette société maintenant, donc c'est la fin de notre travail d'universitaire, et ça va être à cette société maintenant de lever des fonds et de définir sa stratégie pour aller développer cette molécule et espérer la transformer en médicament. Ce brevet signe la fin de la partie fondamentale du projet et le début des phases précliniques et cliniques. Pouvez-vous nous les expliquer ? Donc là, c'est encore un très très long parcours. Donc vous avez vu la recherche, 30 ans, dont 25 ans d'échecs. Bon, finalement, une fin heureuse. Mais maintenant, pour l'industrie, cette société va devoir rentrer dans des cadres réglementaires. Donc il va d'abord falloir produire cette molécule au kilogramme. Pour nous, quelques centaines de milligrammes ont suffi. Donc il y a déjà un gros travail d'être capable de produire cette molécule. Et puis après, il va falloir tester, démontrer dans plusieurs espèces animales qu'elle ne sera pas du tout toxique, qu'elle sera bien absorbée, qu'elle ira dans le cerveau. Et il va falloir choisir comment l'administrer, dans quelle solution, quelle manière. Et puis une fois que tout ça aura été validé, documenté, eh bien, il faut soumettre ça aux autorités de santé. Et c'est les autorités de santé qui donneront ou pas l'autorisation à la société d'amener le médicament pour la première fois chez l'homme. Et là, on rentre dans les phases classiques. Derrière ça, il va falloir administrer la molécule à des volontaires sains, des personnes qui n'ont aucun problème de santé ou particulier, pour trouver quelle est la dose maximale tolérée. Donc on va monter tout doucement la dose, et dès qu'il y a des effets secondaires, on s'arrête. Donc comme ça, on connaît la dose maximale que l'on peut administrer. Une fois que l'on connaît ça, après, on va pouvoir proposer cette molécule à des volontaires, des personnes, dans le cas de l'autisme, des personnes qui souhaitent améliorer leur interaction sociale. Et donc, on va leur administrer cette molécule et on va observer aussi objectivement que possible s'il y a un bénéfice à cette molécule-là. Si le bénéfice est avéré, eh bien, on va passer à ce qu'on appelle à la phase 3 de recherche clinique. Cette fois-ci, on va proposer la molécule à un grand nombre de personnes pour, de manière statistique, démontrer l'efficacité ou pas de la molécule. Une fois que tout ça est fait, un dossier énorme est constitué et ce dossier est soumis aux autorités de santé gouvernementales et c'est eux qui vont approuver ou pas la mise sur le marché. Voilà, ça peut prendre entre 6 et 10 ans. Donc vous voyez, cette molécule ne sera pas à disposition des personnes qui souhaiteront l'utiliser avant encore pas mal d'années.
Et ça va probablement coûter autour de 800 millions d'euros d'investissement pour financer cette part-là. La recherche coûte cher, mais très peu finalement par rapport au coût global d'un médicament. Donc la société va devoir lever progressivement jusqu'à ces 800 millions d'euros pour amener cette molécule sur le marché. Ce que nous souhaitons, parce que malheureusement, il y avait 3 molécules qui étaient en développement pour l'autisme jusque récemment, et les 3 ont échoué dans ces phases cliniques. Merci professeur Ibert. Le mot de la fin? Donc voilà, il y a un espoir, mais il faut être extrêmement prudent, il faut malheureusement être très patient. Il va falloir démontrer que cela fonctionne chez l'être humain, que c'est utile, qu'il y a un vrai bénéfice pour les personnes qui souhaiteront l'utiliser, un bénéfice au niveau de l'apprentissage des interactions sociales et au niveau réellement des relations au quotidien avec la société